Salut à tous les amis, bienvenue dans ce nouveau Best of Live rediffusion de la première partie du live d'hier. La seconde est toujours en cours de montage. Je vous l'avais dit, je vais probablement diffuser les Best of Live en plusieurs parties afin de continuer à avoir le plus de régularité possible et le moins de retard possible dans la diffusion des lives. Petite précision élémentaire qui va durer une dizaine de secondes avant le début de ce replay. Vous le verrez, il ne s'agit pas que de la rediffusion de la première partie du live d'hier. J'ai décidé d'entrecouper ce live de plusieurs autres moments enregistrés eux aussi, mais dans d'autres lives, que ce soit sur YouTube, sur Twitch, même sur Discord, afin de garantir un contenu dense, dynamique, qui alterne entre les moments où on rigole et les moments où on est plus sérieux. C'est comme ça que j'ai l'intention de faire les Best of Live à venir. J'ai enregistrer, monter de nombreuses parties d'autres lives en avance afin de pouvoir justement m'assurer, là encore, d'avoir le plus de régularité. Donc c'est pour ça que vous verrez qu'à plusieurs moments, y a pas forcément le même livre, où je suis pas forcément habillé pareil, ou c'est pas forcément le même éclairage, même si j'ai fait très attention à ce que le son, lui, soit parfaitement équilibré. J'espère que ce Best of Live vous plaira. Sur ce, j'espère pouvoir vous dire à demain pour le replay, soit de la deuxième partie, soit peut-être d'un Best of Live composé d'autres moment de live, pourquoi pas, c'est vraiment un exercice auquel j'ai envie de me livrer. Sur ce, je vous embrasse très fort, merci Cognac J, à vous les studios, et bon replay. On l'a refait, j'avais complètement oublié de mettre le son, donc du coup c'est complètement raté. Voilà, j'espère que vous allez bien. Ce soir, on est quand même en compagnie d'un grand homme, ce n'est pas François Bayrou ce soir, c'est Lionel Jospin. Pour le mauvais conseil de lecture de la soirée. Désolé pour les problèmes de Zebda là, mais j'ai toujours pas compris. Blanquet, la marelle, quoi, il a fait la marelle, Blancard? Allez Mimi, hop. Alors, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il a perdu à Shifumi contre un enfant, ce mec ne sert définitivement à rien, c'est complètement con. Question, que penses-tu de la proposition de Guillaume Pelletier d'augmenter de 20% les salaires en cas de victoire de la droite en 2022? C'est comme ça que tu l'appelles, sa proposition? Oui, alors Guillaume Pelletier, il a dit qu'il voulait augmenter les salaires de 20%, mais ça c'est le titre de l'article du Figaro. Parce que ce qu'il dit Guillaume Pelletier, c'est qu'il a dit comment? Il a dit qu'il voulait créer un choc de pouvoir d'achat. C'est un choc. C'est-à-dire que... Ah, putain, c'est conducteur, tu vois, il y a un truc comme ça, en supprimant toutes les cotisations sociales. C'est-à-dire que le mec, il nous dit, on va supprimer le chômage, la sécu et la retraite, en gros. Ben voilà, c'est du Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier! Vous en souvenez, on s'était foutu de sa gueule. C'est le dernier mec, à mon avis, qui doit probablement, en son fort intérieur, militer pour le droit de cuissage en France. Le mec est un taré. Mais c'est son travail à Guillaume Pelletier. C'est de faire passer Emmanuel Macron pour un trotskiste-léniniste. C'est exactement ça, son travail. Guillaume Pelletier, il faut que vous compreniez bien qui c'est. Guillaume Pelletier, c'est un type qui devait être un des mecs de la nouvelle generation de la droite. C'était un mec il y a 15 ans qui était... il y avait deux mecs qui étaient jeunes et dynamiques. Il y avait Guillaume Pelletier et son grand copain Geoffroy Didier. Et les deux étaient en concurrence, c'était un fauteuil pour deux. Et le problème, c'est que c'est Guillaume Pelletier qui a gagné. C'est Guillaume Pelletier qui a... C'est Geoffroy Didier qui a gagné. Pourquoi? Parce qu'il est plus beau. Voilà, déjà, parce que la droite est vachement attachée à ces trucs-là. Il faut dire, Geoffroy Didier, quand il était jeune, il était beau mec. Il y avait un côté mannequin Hugo Boss, tu vois, ou premier de la classe dans une colonie de vacances de la Waffen-SS. Tu choisis ce que tu veux. Mais il y avait un côté beau gosse. Tu vois, c'était vraiment la droite dynamique, jeune, etc. Et c'est vrai que l'autre à côté avec sa gueule... On dirait un bâtard entre Zuckerberg et Calogero. Donc forcément, au final, t'as pas le même taux de testo qui sort et t'as pas la même adhésion. Et donc du coup, ils ont retrouvé un travail à Guillaume Pelletier. Guillaume Pelletier, son travail, c'est de faire passer le prochain candidat de droite à chaque fois pour un modéré au présidentiel. On en entend parler une fois tous les 5 ans de Guillaume Pelletier, ou quand il y a des élections importantes pour la droite. Et à chaque fois, Guillaume Pelletier propose des choses totalement délirantes, genre supprimer les cotisations sociales en France, pour que, à côté de ça, un mec comme Xavier Bertrand ou comme n'importe quel candidat puisse passer pour un mec vaguement moins extrémiste de droite. Tu vois le délire? Donc c'est son travail. Bon, moi personnellement, je préférerais bosser à McDo, mais lui, c'est son travail. Voilà.
C'est ça son truc. Il est là pour être la droite décomplexée. Je suis pas sûr que ce soit encore un créneau politique à jouer aujourd'hui. Moi, je crois que il faudrait peut-être plutôt qu'il y ait 2-3 personnes à droite qui commencent à se recomplexer, je pense, au vu des conneries qu'ils ont fait. Ce serait peut-être un bon début de commencer par là, mais non. Guillaume Pelletier, son travail, c'est de proposer des conneries absolument invotables, genre ça. Arnaud Montebourg lance une école pour aider à briser le plafond de verre en politique et former de nouveaux cadres politiques issus de la diversité. C'est franchement, j'en peux plus de... Ah, vous êtes vraiment... C'est toute la gauche raciste, ça, dans toute son horreur, ça. T'en as pas marre de faire chier les gens? Je veux dire, déjà, les gens, putain, ils ont pas la bonne couleur de peau. Ils sont souvent pas nés dans les bons quartiers. C'est difficile pour eux. Et en plus de ça, tu veux leur pourrir leur chance jusqu'au bout en leur donnant une formation, quoi. Le mec, il arrive à son entretien d'embauche. Tu vois, c'est déjà pas facile en 2021. Tu vois, le mec, il peut peut-être se rattraper sur ses compétences. Alors, vous avez étudié où? Bah, avec Arnaud Montebourg. Terminé, au revoir. Ah non, vraiment, c'est... Tu vois, il y a des gens, c'est déjà dur pour eux. Tu les enfonces encore plus. Moi, vraiment, je trouve que c'est minable comme attitude. As-tu vu que Jeff Bezos s'est dit favorable à une augmentation de l'impôt sur les sociétés? Hashtag, il y en a des biens. Non, pas hashtag, il y en a des biens. Il est mignon, Jeff Bezos. Il est pour l'augmentation de l'impôt sur les sociétés, mais il le paye pas. Il paye rien, quasiment, Amazon. Donc, si tu veux, ouais, moi aussi, ouais. Ouais, je suis pour une taxe de 300% sur les coiffeurs, moi. Vas-y, c'est bon, c'est parti. Non, mais il se fout de la gueule du monde, le gars. Gilles Verdez a pris 5000 € d'amende pour avoir traité Bernard de la Villardière d'islamophobe. Attends. Ça peut rapporter 5000 boules en France de se faire traiter d'islamophobe? Chérie, je pense qu'on peut l'acheter, en fait, la maison, hein. Mais non, on disait qu'on était ric-rac, mais là, faudra peut-être appeler l'avocat, parce que je crois que Panamza, il me doit 2 Ferrari, hein. À mon avis, c'est Michael J qui va nous payer la piscine, hein, cette année. C'est bien, une bonne nouvelle, hein, ça me fait plaisir. Je voulais savoir ce que tu penses de la suppression de l'ENA. T'as vu une suppression de l'ENA, toi? Non, il y a eu un renommage de l'ENA, déjà, pour commencer. Pour l'instant, il n'y a que ça. Je ne dis pas, contrairement à beaucoup, hashtag il n'y aura rien, il n'y aura que ça. Parce que pour l'instant, on ne sait pas les détails, donc je ne vais pas défendre le hashtag il n'y aura rien. Mais pour l'instant, c'est juste un changement de nom. Donc après, que Macron, là où est le vrai scandale, c'est que la Macronie ose faire porter la responsabilité, même infime, de la merde qui se passe dans ce pays depuis 3 ans à l'ENA, et purement et simplement d'un niveau sidérant de populisme. C'est absolument hallucinant d'oser faire porter à l'ENA, comme au Sénat d'ailleurs, ils le font toutes les semaines, la responsabilité du bordel qui règne dans ce pays depuis 3 ans. Ça, c'est une évidence. Non, si ce pays est dans la merde depuis 3 ans, c'est à cause des ploucs de la soi-disant société civile. C'est davantage à cause des ploucs de la soi-disant société civile que vous avez mis à l'Assemblée nationale et au pouvoir que à cause des hauts fonctionnaires français et de la haute administration française. Je n'irai pas jusqu'à défendre l'ENA, bien évidemment, mais regarde par exemple le Sénat, c'est aujourd'hui devenu un des rares organes de contre-pouvoir en France. C'est quand même significatif en matière d'inversion des valeurs, hein. Une assemblée qui a été créée pour être historiquement un contre-pouvoir conservateur est aujourd'hui, au vu de la folie dans laquelle on est, devenu un des seuls organes qui a encore le pouvoir de s'opposer aux décisions gouvernementales prises par la République En Marche. Et ils se font régulièrement défoncer et attaquer par Macron pour cela. Voici le résultat du scrutin numéro 37 sur l'ensemble du texte, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs groupes politiques et notifiées à la présidence. Nombre de votants 341, suffrages exprimés 281, pour l'adoption 0, contre 281. Le Sénat n'a pas adopté. C'est outrageant pour les parlementaires, que ce soit à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Et c'est d'autant plus outrageant pour nous que mardi soir, nous avons fait une réunion, les commissaires de la Commission des affaires sociales, tous partis confondus, avec les 2 ministres, et que les 2 ministres nous ont juré le cœur sur la main qu'ils ne savaient rien. Donc nous, on nous prend pour des idiots et eux pour des guignols.
Qu'est-ce que vous préconisez maintenant? Il faut que le Sénat fasse du point sur la table. Ce que je préconise, c'est que on reste quand même dans la démarche constitutionnelle. Donc on va, après la conférence des présidents, rentrer en séance à nouveau et faire sauter tous les amendements qui restent, qui ne servent plus à rien. Il y en a une cinquantaine. Arriver au vote de la troisième partie, qui est le vote des recettes. Et on va voter contre les recettes et c'est terminé. Et on discutera ensuite avec le gouvernement pour la deuxième lecture. Si tu veux, moi, quand j'ai commencé à manifester, au début de ma vie politique, militante, on était jeunes, on sentait bon le sable chaud. Enfin non, on sentait la bière, la clope. Peut-être pas beaucoup changé ça. Mais si tu veux, la plupart de la jeunesse française considérait, début des années 2000, c'était le grand paradigme ambiant, que si la France n'allait pas bien, avec tout ce que ça voulait dire à l'époque, c'était en gros pour 3 raisons. 1, le clivage gauche-droite nous paralysait totalement. 2, la France était ancrée dans trop de conservatisme et devait passer la seconde pour s'adapter au monde contemporain. Et 3, il fallait arrêter avec la société des technocrates et la société des vieux cons issus des grandes écoles de la République. Le problème, c'est que sur ces 3 points, Anakin Macron a réalisé la prophétie de la force. Le seul problème, c'est qu'il s'est avéré être Dark Vador. Donc là, on l'a eu dans le cul. Mais Macron a bâti son programme précisément autour de la réponse aux interrogations de toute cette jeunesse de l'époque. Le clivage gauche-droite, il est terminé. La République en marche, ça va de Estrosi à Robert Hue, d'où il reste un clivage gauche-droite quasiment entre guillemets en France. Et puis tu rajoutes à ça les modifications sociétales, avec aujourd'hui une gauche qui nous dit qu'il faut brûler des livres, et la droite de Bruno Pelletier qui nous dit qu'il faut augmenter les salaires de 20%. Bon, c'est le monde à l'envers. Le fait que la société française ne va pas assez vite en marche, hein, je pense que là, ça va trop vite. Je pense qu'il y a des gens là qui voudraient peut-être que, tu vois, on redescende un petit peu, on repasse en seconde. Et la fameuse société civile, on l'a la société civile, sauf que nous, à l'époque, ce qu'on voulait, c'était Étienne Chouard, pas Bruno Bonnel. Enfin, voilà, si tu veux, éclair au petit. Donc, le problème, il est là. Il est que, il nous a répondu, mais il a mis le pire des 3, en fait, le mec. Il a mis les plus gros ploucs de la société civile. Il a accéléré au Karcher la modernisation de la société française, et puis il a rassemblé tout le monde, non pas autour du meilleur de la gauche et de la droite, mais du pire de la gauche et de la droite. Donc voilà, c'est fait, la prophétie est réalisée. Ça n'invalide pas la vision politique qu'on avait à l'époque, et le rêve qui était notre rêve de jeunes militants, mais ça y est, c'est bien évidemment fait. Aux États-Unis, une professeure a été licenciée parce qu'elle s'est masturbée devant ses élèves. Ah putain, c'est systémique quand même, hein. C'est dégueulasse, elle exprime son identité sexuelle, c'est très bien ça. C'est pas, écoute, ouais, c'est comme la chanson de Goldman, on n'est jamais né au bon endroit, parce que l'autre, pareil, tu vois, que ce qu'on disait dans le JSPC la dernière fois, elle aurait été née en France, tu vois, elle aurait été prof à Sciences Po Paris, elle pouvait avoir une promotion avec ce truc-là, c'est vraiment con, hein. Ouais, l'anonymat sur Internet, ils reviennent à la charge. Mais ils reviennent à la charge tous les 6 mois, les mecs. Ils essaient Alors, les gens ont changé d'avis? Toujours pas. C'est pas grave. Mais ils essaient de nous motiver avec des débats. Ils ont fait quoi l'autre jour sur LCI? Ils ont fait un débat, mais hallucinant. Faut arrêter avec l'anonymat. Évidemment que c'est en train de faire plus de mal que la bombe atomique. Je suis entièrement d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu racontes, mon pauvre garçon? Qu'est-ce qu'il dit, le mec? Achevez-les à un moment. Non, mais mettez-les dans une maison où ils sont entre personnes âgées. C'est même pas l'âge en plus, c'est vraiment au-delà. Mais quand il y a une combo des deux, ça devient dramatique. Donc là, pour leur grand débat là sur l'anonymat, LCI, ils ont invité un mec qui pense que un raid de JVC, ça fait plus de dégâts que la bombe atomique. Un mec qui pense que se faire chatouiller la nouille par des gosses de 6 ans, c'est formidable, pour le citer. Et un qui pense que tirer à balles réelles sur des manifestants, c'est bon pour la démocratie. Surtout, ne changez absolument rien, vous êtes merveilleux. Merci à Jupitérien de Mars pour ton très gros don, toi aussi. Premier don pour moi, afin de te remercier de ton taf depuis des années. Je voudrais avoir ton avis sur la censure des réseaux sociaux, en particulier Facebook. Je parlerai pas de censure sur Facebook. Pour moi, c'est pas vraiment de la censure, Facebook. Pour moi, Facebook, c'est davantage de la paranoïa.
Parce que la censure, pour moi, c'est quand même plutôt la démonstration d'une volonté consciente de censure. Là, ce sont des algos. C'est un problème d'algo. On n'est plus dans la censure, on est dans la bêtise et on est dans la paranoïa. Je pense que le problème, c'est le problème de Zuckerberg au départ. Zuckerberg a eu un énorme problème, c'est qu'il a connu, coup à coup, 2 énormes revers majeurs. Le premier, c'est l'énorme scandale qu'il y a eu aux États-Unis quand il a été pris la main dans le sac en revendant les informations personnelles qu'il avait collectées de ses utilisateurs, déjà, pour commencer. Et deuxièmement, il y a eu l'échec de son projet de monétisation de Facebook, sujet moins connu mais qui me concerne parce qu'en tant que vidéaste, il avait pensé, ça fait tous les ans, depuis 5 ans il en parle, mais là il a définitivement abandonné, ça fait 2 ans qu'on n'en entend plus parler, il nous annonçait l'année prochaine monétisation des posts et des vidéos Facebook. Il n'est jamais arrivé à trouver un modèle économique stable qui puisse attirer les annonceurs sur Facebook pour de la monétisation de vidéos, puisque les annonceurs savent que la durée moyenne du visionnage d'une vidéo sur Facebook est de 8 secondes. Parce que les gens ne regardent pas. Ils vont sur YouTube. Donc, du coup, il était obligé, je le crois, je ne suis pas dans sa tête, de faire doublement amende honorable, à la fois vis-à-vis des politiques et des entreprises. Politiciens qui l'ont cramé, la main dans le sac, en train de revendre des données personnelles, et puis les entreprises dont il n'arrivait pas à écouler les publicités. Et donc, il a pensé, je le crois, que faire du zèle dans le progressisme lui permettrait de récupérer à la fois la confiance de l'intelligentsia démocrate, puisque les républicains ne l'aiment pas, de toute façon, au départ, mais aussi la confiance sur le plan financier des investisseurs en créant un gigantesque safe space, si tu veux, pour que, la communauté LGBTQI fasse de Facebook leur média, c'est-à-dire Facebook c'est le média des progressistes, le média des personnes discriminées, et 2, il a essayé de faire en sorte que les annonceurs aient leur safe space dans lequel on soit sûr que les fachos n'achètent pas du Coca-Cola, si tu veux. En tout cas que leur publicité ne s'affiche pas sur des vidéos genre les miennes. Et pour faire ça, il a tout misé sur les robots, puisqu'on sait aujourd'hui que pour garantir une impunité totale, enfin pour garantir un safe space total, on ne peut pas miser sur l'humain. C'est ce que fait YouTube à moitié-moitié, ils sont plus intelligents, il y a moitié humain, moitié robot, c'est-à-dire robot et humain qui vérifient, Twitter, robot et humain qui vérifient, Facebook ne pouvait pas faire ça. Donc Facebook a décidé de tout miser sur les robots, et le problème, c'est que les robots sont cons. Combien de témoignages quotidiens avons-nous de personnes de la communauté LGBT, de personnes victimes de racisme, qui vont par exemple dire « Regardez cette vidéo, un mec m'a traité de sale nègre, le mec a mis le mot sale nègre, bam, 1 semaine de ban !» Facebook s'en bat les couilles. Donc du coup, lui qui voulait faire du progressisme, en revient au puritanisme républicain le plus hallucinant, qui est celui de dire le problème c'est les mots, tu sais, vraiment l'école on met des pips sur le mot fuck par exemple, ce qui est ridicule. Et ben il est tombé dans cet excès de puritanisme débile. Ce n'est plus, Facebook est mort, c'est un média de boomer, enfin, je veux dire c'est terminé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au départ, c'est pas tant de la censure que de l'auto-censure de Zuckerberg. Et vu que t'es chez lui, bah, ça touche tout le monde. Mais au départ, c'est lui-même, en fait. Ça a pas marché, parce que Facebook est un réseau, encore une fois, structurellement dépassé. Mais bon, le mec est un robot aussi, au départ. Hein. Donc je pense que c'est normal qu'il ait misé sur les robots aussi. C'est pas incohérent. Je rigole, hein, bien sûr. Welcome everyone to today's hearing on Facebook, social media privacy, and the use and abuse of data. Although not unprecedented, this is a unique hearing. The issues we will consider range from data privacy and security to consumer protection. Et d'ailleurs, petite précision marrante, vous savez peut-être pas, mais la semaine dernière, Facebook, pour te montrer à quel niveau tout ça est débile, a censuré la page officielle de la ville française de Bitche. B-I-T-C-H-E, qu'ils ont confondu avec le mot bitch. Et la mairie n'arrive pas à retrouver la page. Hein. Ils ne veulent rien savoir, Facebook. Ils considèrent que c'est une insulte. C'est quand même hallucinant. Et pour la petite précision historique, d'ailleurs, la ville de Bitche a été libérée par les Américains en 1944, et le régiment de soldats qui a libéré la ville s'est renommé les Sons of Bitche. C'est pour te montrer à quel point, même si bien sûr ça démontre rien, mais c'est symptomatique de la perte d'esprit de recul et d'esprit d'autocritique
qu'on a eu en 80 ans. C'est complètement sidérant. Oui, je connais Greg Toussaint. Greg Toussaint a fait un barbecue à la maison, j'aimerais bien le réinviter. Et je vous jure, il m'a tellement fait rire parce qu'on fait un barbecue et le mec, il ramène à bouffer. Il a réellement ramené une caisse de pilons de poulet. J'ai pas envie d'être dans les stéréotypes ethniques, mais le mec assume. Il est arrivé et il a ramené 50 morceaux de poulet pour les gens. Voilà, pour que les gens aient du poulet. Bon, bah c'était cool, il y a eu beaucoup de poulet. Merci à Sniffing Joe. Un tuto imitation de Marlène. Un tuto imitation de Marlène. Tu regardes les sketchs de Florence Foresti quand elle fait la connasse. Je l'ai pompé à 90%. C'est complètement ça en fait. Regarde les vieux sketchs de Foresti où elle joue la blonde. Oh là là, il y a trop de miroirs ici. Je suis très emmerdé pour le conseil de lecture de ce soir, je vous l'avoue, parce que j'avais l'intention d'en parler un petit peu, mais finalement on va pas le faire. On va pas le faire parce que donc je cherchais un mauvais livre politique à vous conseiller. Je suis tombé donc sur ce livre, Le Monde comme je le vois, de Lionel Jospin. En plus il y a des belles lunettes, donc il doit bien le voir. Et en fait j'étais super emmerdé parce que j'ai trouvé ce truc donc au fin fond des chiottes et en fait je me suis dit bon voilà je vais en lire un extrait comme l'autre fois pour faire le con et en fait je l'ai ouvert. Je suis d'accord avec lui, c'est con hein, mais je suis globalement il dit pas des conneries donc je suis très emmerdé. Bon bien évidemment ça n'a aucun intérêt aujourd'hui hein, mais enfin si ça a un intérêt quand même, ça a un intérêt, c'est que la gauche de 2005 c'était quand même autre chose. Alors, c'est pas parce que les mecs, comme dit mon ami Étienne Chouard, ce ne sont ni des incompétents ni des nuls, ce sont des gens qui savent très bien ce qu'ils font. Et c'est pas parce qu'ils font de la merde qu'ils ne proposent pas des bonnes idées au départ. C'est bien évidemment. Sinon, on ne voterait pas à chaque fois et on se ferait pas baiser. Mais, eh ben, Lionel, le chapitre sur la laïcité aujourd'hui, il est d'extrême droite. Hein. Oui, bah alors, par contre, je suis pas content, les copains. Parce que, merde, il va falloir faire marcher un peu le QI, là. Combien de gens sont allés gueuler sous l'interview de Sud Radio que Éric Morillo, ah là là, il a essayé de vous piéger, il a essayé de vous faire franchir la ligne rouge, il vous a coupé la parole tout le temps, ça se voit qu'il défend sa pote Julie Graziani. Écoutez, maintenant on va faire le off rapide de cette émission. Éric Morillo n'est pas chroniqueur. Éric Morillo est intervieweur et animateur. Son travail consiste à être un sparring partner pour les gens qui l'invitent. Donc quand les gens disent des choses politiquement incorrectes, il rebondit en jouant l'avocat du diable, c'est-à-dire la personne choquée. Et quand ils ne sont pas assez subversifs, il essaie de les pousser. Éric Morillo, le courage de nous inviter. C'est super, on a passé un bon moment, et oui, bien évidemment, quand il joue les jeux offusqués, il joue les offusqués. Il joue les offusqués. C'est complètement, bien évidemment, préparé. Il le sait, je le savais, parce qu'il m'avait dit, voilà, on va se répondre, il m'a expliqué comment marchait l'émission, il m'a dit, si à un moment tu dis un truc un peu border, moi je vais te renvoyer dessus, etc. Après, bien sûr qu'il doit se protéger par rapport à son émission, mais même lui ne risque rien d'ailleurs. Donc, non, soyez pas naïfs. Soyez pas naïfs. Faire l'avocat du diable, c'est la marque d'un intervieweur. Et il a donc assez bien réussi son coup, puisque ça ne s'est pas vu, au point que beaucoup de gens ont pensé qu'il était véritablement choqué de ce qui se passait. Pas du tout. Merci à Simon P pour ton don. Pourquoi refuser ainsi le bien suprême ? Parce que le bien est une arnaque. Il n'y a pas de bien. Il va falloir commencer à un moment à relire Hegel, à relire les pluralistes, et n'en déplaise aux apôtres perpétuels de la dualisation du débat politique, ce n'est pas le mal qui est l'ennemi du bien, c'est le bien qui est l'ennemi du bien. Même Adolf Hitler ne se regardait probablement pas dans la glace tous les matins en disant « Ah, je suis un sale con ». Non, la majorité des gens qui font le mal pensent faire le bien. C'est le bien qui est l'ennemi du bien et non pas l'inverse. Donc je me méfie toujours du bien. Je me méfie moins des gens qui disent qu'ils font le mal que des gens qui font le bien.